Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi est-ce une erreur de vouloir imiter les meilleurs ? Le secret des entreprises qui réussissent, les stratégies des meilleurs leaders, les livres qui prétendent détailler les recettes du succès ne manquent pas, ils fleurissent sur les rayons. Leur point en commun est en général de s'inspirer de réussites individuelles ou d'organisations gagnantes, en faisant l'hypothèse qu'il suffirait d'imiter leur exemple pour réussir. Alors certains vont même jusqu'à identifier les traits communs entre toutes ces trajectoires du succès pour en tirer une vérité quasi scientifique. Si tous ceux qui ont réussi ont suivi la même méthode, suivez-la et vous réussirez à votre tour. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Tout cela semble bien théorique, peut-être même loin de la réalité, mais surtout, toutes ces démarches présentent une limite considérable qui ruine leur intérêt. Laquelle ? Alors laquelle, on appelle ça le biais du survivant. Et alors, vous avez évoqué les livres, effectivement, qui sont des livres de recettes. Alors, nous, professeurs de management, on a tendance à appeler ça la littérature de management de gare ou d'aéroport. Parce que si vous allez dans une gare ou un aéroport, vous verrez dans les librairies, il y a en général un rayon avec des livres qui se lisent en général en 1 heure ou 2, le temps de prendre un avion ou un train. Et c'est, les 10 recettes que vous devez suivre pour faire partie des meilleurs, les 5 habitudes que vous devez avoir tous les matins pour être formidable, les 8 raisons qui feront que votre entreprise sera parmi les plus extraordinaires. Tous ces livres-là, ils souffrent du même problème méthodologique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un échantillon de gens ou d'entreprises qui ont réussi, par des méthodes statistiques diverses, ils vont essayer d'identifier des points communs parmi ceux qui ont réussi. Et puisqu'ils vont trouver des points communs entre ceux qui réussissent, ils disent « Ah c'est ça qui fait leur succès ». C'est ces fameuses recettes quasi scientifiques, en fait. Alors, pas scientifiques du tout, parce que le problème, c'est qu'on ne regarde pas si ceux qui ont échoué ne faisaient pas la même chose. Et si ceux qui ont échoué faisaient la même chose, on n'a rien démontré du tout, si ce n'est que ceux qui ont réussi ont de la chance. Et donc le biais du survivant, c'est ça, c'est prêter aux survivants des caractéristiques extraordinaires, notamment en termes de compétences, alors que c'est juste un survivant. Et ça peut paraître inutile ou paradoxal lorsqu'on recherche justement les recettes du succès. Mais il faut quand même étudier les échecs, s'intéresser aux échecs. Absolument. Et aux causes des échecs. Absolument. Parce qu'une nouvelle fois, sinon, on ne fait que dire des grosses banalités et finalement se rendre compte, sans s'en rendre compte en fait, que ceux qui ont réussi ont simplement eu de la chance. Quelques exemples qui sont très connus de ça. En Europe, il y a plein de ponts romains. Et on dit, quand même, 2000 ans après, les ponts romains, ils tiennent toujours. Les Romains, ils savaient construire, ça, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, en général, quelle est la proportion de ponts romains qui continuent à exister aujourd'hui par rapport au nombre de ponts romains qui ont été construits. Okay. Et si ça se trouve, il y a eu beaucoup de ponts romains qui se sont effondrés et les Romains n'étaient pas plus compétents que nous. Je n'en sais rien. Mais c'est pas simplement en regardant les ponts qui sont toujours là qu'on peut effectivement dire que, globalement, ils étaient meilleurs. Parce qu'il faudrait savoir exactement combien de ponts restent par rapport à ceux qui se sont effondrés. Un autre très grand classique, qui était peut-être même à l'origine du biais du survivant, alors, c'est l'histoire suivante, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bombardiers américains qui étaient stationnés sur les aéroports britanniques et qui allaient bombarder le continent européen tous les jours. Et c'était des missions très périlleuses, il y avait la DCA, il y avait la chasse ennemie, et malheureusement, certains bombardiers ne revenaient pas chaque jour. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ceux qui revenaient avaient toujours des impacts de projectiles aux mêmes endroits sur leur carlingue. Et donc, on s'empressait de renforcer ces endroits-là, pour qu'ils soient mieux protégés, et puis on les renvoyait. Et puis, parmi ceux qui revenaient, parce qu'ils ne revenaient pas tous, ceux qui revenaient avaient encore des projectiles, des traces de projectiles au même endroit qu'on avait renforcé. Alors, on renforçait encore, et on renforçait encore, et on renforçait encore. Jusqu'à ce que, au bout d'un certain temps, il y ait un nouveau qui dise, mais attendez, ceux qui ont été touchés à ces endroits-là, c'est ceux qui sont revenus. Ceux qui ne sont pas revenus, c'est ceux qui ont été touchés ailleurs. Et donc, en fait, on ne faisait que donner un poids très important à ceux qui avaient eu de la chance, et on ne faisait pas attention, en fait, que ceux qui n'étaient pas revenus avaient été touchés ailleurs, et que donc c'est l'intégralité de la population qu'il aurait fallu regarder, et notamment ceux qui n'avaient pas eu de chance. Oui, parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir identifier la particularité des gagnants. Et on ne peut pas identifier la particularité des gagnants si on ne fait pas ce jeu d'erreurs, finalement, de cette erreur avec ceux qui ont échoué et les causes des échecs. Et le problème, c'est que quand vous voulez identifier des gagnants, naturellement,
naturellement, vous êtes poussé à pas regarder les perdants. Naturellement, vous êtes poussé à tenir un discours sur les gagnants. C'est tel qu'on néglige d'enquêter sur l'échec, évidemment. Je veux pas dire du mal de ma paroisse, mais dans les écoles de commerce, on étudie avant tout des cas d'entreprises qui ont réussi. On étudie beaucoup plus rarement des cas d'entreprises qui ont raté. Alors qu'en fait, ça peut être tout aussi intéressant d'étudier les entreprises qui ont raté et pourquoi elles ont raté, plutôt que de regarder celles qui ont réussi, sans savoir exactement pourquoi, finalement, si ce n'est qu'elles ont eu de la chance. Alors, de la chance ou une erreur. Il y a un effet qui est très intéressant, qu'on a identifié, qui s'appelle l'effet Osborne. Alors, Osborne, c'était une entreprise qui s'appelait Osborne Computers, qui avait été créée par un monsieur qui s'appelait Adam Osborne au début des années 1980. Et c'est le premier à avoir fait des ordinateurs portables. Alors, portable, faut être raisonnable. Transportable, c'était des valises, mais ça se glissait sous les sièges d'avion. Et donc, les hommes d'affaires américains étaient très friands de cette chose-là. Et Adam Osborne était plus connu que Steve Jobs. Et on pensait que Osborne Computers allait écraser notamment Apple parce que ils avaient ces ordinateurs portables. Et un soir, Adam Osborne est invité dans un talk show à l'américaine, comme ils ont là-bas, et le présentateur lui dit « Adam, vous êtes un de nos plus grands entrepreneurs. Expliquez-nous, Adam, c'est quoi l'avenir de l'informatique exactement, Adam ?» Et Adam Osborne, devant des millions de téléspectateurs, a dit « Ouais, je peux vous révéler quel va être l'avenir de l'informatique. » Comme vous le savez, à l'heure actuelle, nous vendons l'Osborne 1, qui est un super appareil. Il peut se mettre sous un siège d'avion, c'est formidable et tout. Bon. Mais dans 6 mois, nous allons lancer l'Osborne 2. Et l'Osborne 2, il sera 2 fois plus rapide, 2 fois plus puissant et 2 fois moins cher. C'est ça l'avenir de l'informatique. Alors évidemment, applaudissements, standing ovation, tout ça. Sauf que dès le lendemain, il ne s'est plus vendu aucun Osborne 1. Parce qu'ils ont Parce tous que tout le monde attendait 2. l'Osborne 2. Résultat, la boîte est fait faillite et l'Osborne 2 n'a jamais existé. Et c'est pas de chance. Parce que si ce monsieur Osborne, il n'avait pas fait cette déclaration-là ce soir-là, il serait peut-être devenu Steve Jobs dans l'inconscient collectif. Et comme quoi, ça tient un peu de choses. D'ailleurs, Steve Jobs, qui était devant sa télé ce soir-là, lui, il a très bien compris qu'il fallait jamais annoncer les produits à l'avance, parce que sinon, on risquait de faire qu'ils n'existeraient jamais. Et donc, tant qu'il était vivant, il a toujours maintenu un secret terrible sur les futurs produits d'Apple. Absolument. Alors justement, pour illustrer la limite de cette démarche, à ne parler finalement que des particularités des gagnants, la limite de cette démarche, voire son absurdité, vous prenez l'exemple de chimpanzés qui joueraient en bourse. Expliquez-nous. Oui, alors vous prenez 50 chimpanzés et grâce à un système ingénieux que vous avez conçu à partir de bananes reliées à un clavier, je ne sais quoi, vous leur faites passer des ordres de bourse. Au passage, il y a des gens qui ont vraiment fait ça. On a vraiment fait cette expérience-là. Sur 50 chimpanzés, statistiquement, ça se trouve, vous aurez un chimpanzé qui devient millionnaire. Et donc, on va essayer de trouver des qualités extraordinaires à ce chimpanzé millionnaire. On va essayer de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'il a réussi. Alors qu'en fait, il a simplement eu de la chance. Vous prenez le Stade de France. Le Stade de France, 80 000 personnes à peu près. Et vous demandez à toutes ces personnes de faire un lancer de pièces à pile ou face 10 fois de suite. Statistiquement, sur 80 000 personnes, il y en a une qui va faire 10 piles de suite. Cette personne qui fait 10 piles de suite, je vous garantis que le soir même, elle passe aux 20h de TF1, et après, elle fait des conférences sur comment devenir le plus grand pileur du monde. Alors qu'en fait, elle a simplement eu de la chance. Et ça existe chez les investisseurs en bourse, ça. Vous avez des gens qui ont une série de chances extraordinaires qu'on va prendre pour des génies absolus, et il y a beaucoup de gens qui vont investir sur leurs fonds, et malheureusement, une fois que leur chance est passée, ça peut ruiner très rapidement tous ceux qui ont investi. Il ne faut pas confondre la chance avec la compétence. Or, il y a une grosse tendance à faire ça. Et il ne faut pas oublier aussi, d'ailleurs, que derrière toutes les grandes stars que nous avons dans le business, derrière les Steve Jobs, derrière les Bill Gates, derrière tous ces gens-là, il y en avait peut-être 10, 15, 20 qui avaient autant de vision, autant d'ambition, autant d'intelligence, autant de tout ça, mais ils n'ont pas eu de chance. Et donc, on les connaît pas et on n'en parle pas. Mais les compétences qu'ils avaient, les qualités qu'ils avaient, elles sont là aussi. C'est très connu chez les artistes aussi. Derrière chaque star de cinéma que vous connaissez, etc., il y en a 6, 7, 8, 10, 20, 50 qui sont aussi compétents, aussi bons, mais qui n'ont pas eu la chance le jour où, d'un seul coup, ils se sont retrouvés devant les projecteurs. Et donc, on les connaît pas. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, quand même que ce qui différencie le succès de l'échec, c'est la chance. Non, mais ça joue beaucoup quand même, très honnêtement. Et que peut-on apprendre? Quel enseignement concret peut-on tirer justement en étudiant les cas d'échec? Au-delà de faire la différenciation avec les cas de succès. Ce qu'il ne faut pas faire déjà, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, alors que vous aviez aussi les compétences, parfois, vous avez eu un problème qui fait que ça n'a pas pu fonctionner. Et donc, on peut finalement apprendre plus de ceux qui n'ont pas réussi alors qu'ils avaient les cartes en main, alors qu'ils avaient les ressources, alors qu'ils avaient les compétences, plutôt que de ceux qui ont réussi où finalement c'était une sorte de boulevard. Maintenant, n'oublions pas que même parmi ceux et celles qui ont réussi, il y a de la chance et il y a aussi des aléas. Le chemin, il est jamais tout droit et il faut s'attendre avant tout à avoir des difficultés avant que ça perce. Ouais, rien n'est linéaire. Absolument. Merci Frédéric Fréry. C'est moi. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés.
Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!